Ami Renardo, aujourd'hui on va partir façonner des panthéons et ce avec le jeu Mythologies. Alors ici on est sur un jeu de draft et de construction de tableaux où vous allez pouvoir comboter dans tous les sens, vous allez voir. C'est pour 2 à 4 joueurs et avec des parties d'environ 20 à 40 minutes. Dans Mythologies, vous incarnez une cité naissante où vous allez devoir créer votre propre panthéon en invoquant des divinités et des créatures de diverses mythologies. À chaque partie, 4 des 8 cultures possibles sont sélectionnées pour former un sanctuaire unique. Et vous allez drafter des entités pour les placer judicieusement dans votre propre panthéon personnel. Vos choix de cartes et l'ordre dans lequel vous les jouez déterminent non seulement les pouvoirs activés, mais aussi les ressources et les faveurs que vous allez accumuler, car l'objectif est d'assembler un ensemble cohérent d'entités qui vous rapportera le maximum de points. Mais sans plus attendre, voyons tout cela plus en détail. Dans une partie de Mythologies, vous devrez tout d'abord choisir 4 mythologies parmi les 8 de la boîte. Chacune propose un style de jeu et une complexité de prise en main différente. Vous prendrez les 4 plateaux associés aux mythologies choisies pour former 2 paires, sachant que chaque plateau est recto-verso. Cela vous donnera 2 épreuves à réaliser pour gagner des points durant les dernières manches. Comme par exemple ici, avoir au moins 3 mythologies différentes dans sa colonne de gauche. Et ce choix de 4 mythologies et de la disposition des plateaux va vous donner un nombre de mises en place assez énorme. Vous avez 70 combinaisons de mythologies possibles et 24 de dispositions de plateaux différentes, ce qui vous donnera 1680 mises en place possibles. Côté joueur, vous aurez à disposition votre plateau, avec en bas 3 jetons faveurs que vous allez pouvoir gagner lorsque vous complétez votre colonne, jetons faveurs qui sont les points, et à droite 3 gemmes que vous allez pouvoir gagner lorsque vous complétez votre ligne, qu'on appellera par la suite les plans. Alors le jeu va se dérouler en 4 manches, et chacune de ces manches est décomposée en 3 phases. Avec une phase de sélection que vous allez pouvoir résoudre simultanément. Vous allez au cours de la manche récupérer exactement 2 cartes depuis les plateaux. Une phase de placement où à tour de rôle vous allez pouvoir placer les 2 cartes précédemment récupérées dans votre panthéon. Et enfin, une phase d'entretien où tout simplement vous allez préparer la manche suivante. Lors de la première phase, vous allez révéler la carte dessinée du dessus de la pioche. Cette carte indique dans quel plateau mythologie vous allez pouvoir interagir. Par exemple, en étant le joueur bleu, je vais pouvoir interagir avec le plateau situé en haut à gauche, donc les Zoulous en rouge. Ensuite, vous devrez choisir secrètement un jeton que vous allez placer devant vous. Vous disposez de 2 types de jetons. Celui-ci qui vous permet de choisir une carte disponible de la mythologie associée, et celui-ci qui indique que vous n'êtes intéressé par aucune carte, et vous n'en prendrez donc aucune. Une fois que tous les joueurs ont choisi leurs jetons, vous les révélerez en même temps. Les joueurs qui ont choisi ce type de jetons les placeront sur une carte libre du plateau qui leur est associée, via la carte destinée. A noter que si aucune créature n'est disponible, vous pourrez placer votre pion sur le dessus de la pioche. Vous allez donc récupérer une créature aléatoire. Et les joueurs ayant joué ce pion le récupèrent tout simplement et ne sélectionnent aucune carte. Vous allez réitérer ces étapes, c'est-à-dire révéler une nouvelle carte dessinée et choisir un pion, jusqu'à ce que tous les joueurs aient posé leurs 2 pions. Et si par exemple vous décidez de ne prendre aucune carte lors des 2 premiers tours, c'est-à-dire lors des 2 premières révélations des cartes dessinées, eh bien vous serez obligé d'en prendre une lors des 2 derniers tours, donc lorsque vous allez révéler les 2 dernières cartes dessinées. Une fois ceci fait, vous allez chacun récupérer vos pions et les cartes qu'ils recouvrent, cartes que vous allez jouer durant la deuxième phase dans votre panthéon. Mais avant d'aller plus loin, regardons un peu la structure d'une carte. Il faut savoir que vous en avez 2 types différents, représentés par ce symbole, avec les créatures à gauche et les divinités à droite. Jouer ces dernières dans votre panthéon vous demandera de dépenser 4 gemmes, alors que les créatures sont gratuites à jouer. À gauche des cartes, vous allez retrouver le gain d'invocation, selon le plan où vous allez jouer la carte. Par exemple, si vous jouez sous paye, vous n'allez rien gagner du tout si vous la jouez sur le plan du haut ou du milieu. Mais vous gagnerez 2 gemmes et un jeton faveur si vous la jouez sur le plan abyssal, c'est-à-dire le plan tout en bas. Et en bas des cartes, vous allez retrouver des effets. Vous avez des effets applicables qu'une seule fois au moment où vous allez jouer la carte. A noter que les effets qui n'ont pas de coût sont obligatoires. Par exemple avec Amout, vous allez pouvoir invoquer une créature ou une divinité de n'importe quelle des fausses d'une mythologie que vous ne possédez pas. Lorsque vous faites une invocation, vous devrez payer l'éventuel coût si c'est une divinité, et vous gagnerez son gain d'invocation avant de résoudre son effet. À côté de ça, vous avez des effets permanents. Par exemple avec Ikanyamba, vous allez pouvoir gagner une gemme à chaque fois que vous le déplacez dans votre panthéon grâce à un effet de carte. Certains peuvent être utilisés qu'un certain nombre de fois par tour, comme par exemple une fois avec le Leprechaun qui vous permet de gagner la récompense de votre plateau, de son plan ou de sa colonne.
Et enfin, vous avez les effets qui s'appliquent lors du décompte final, par exemple avec la divinité Inti qui vous octroie 1 point par paire de gemmes dans votre réserve à la fin. Ceci étant dit, lors de la deuxième phase, en commençant par le joueur ayant le pion premier joueur puis à tour de rôle, vous allez pouvoir effectuer votre tour. Pour chacune de vos 2 cartes précédemment sélectionnées, vous pourrez soit la défausser pour récupérer 2 gemmes, ou bien la jouer dans votre panthéon. Si vous jouez une divinité, vous devrez payer 4 gemmes. A noter que durant la première manche, vous n'aurez pas accès aux divinités. Elles apparaissent seulement à partir de la deuxième manche. Vous avez un petit rappel à ce niveau-là. Les cartes, vous pourrez les placer sur n'importe quel emplacement de votre panthéon, qu'il soit vide ou bien déjà occupé par une autre carte. Dans le second cas, la carte écrase celle qu'elle recouvre et l'ancienne est écrasée par la nouvelle. Mais attention, vous ne pourrez en aucun cas écraser une divinité. Si jamais vous complétez votre plan ou votre colonne, vous allez gagner le gain associé. Un jeton faveur pour la colonne et une gemme pour le plan. Vous allez gagner le gain d'invocation de la carte, ici 2 gemmes et 1 point car je l'ai joué dans le plan abyssal, et vous terminerez par activer son effet. Dans cet exemple, je peux soit sacrifier, soit déplacer une autre créature de son plan. En choisissant de déplacer Ikanyamba sur Bennu, je vais gagner une gemme d'Ikanyamba, et étant donné que Bennu est écrasé, je vais pouvoir appeler une créature ou une divinité d'une des fosses. Lorsque j'appelle une entité, je vais devoir payer l'éventuel coût, si c'est une divinité, et je ne pourrai pas gagner le gain d'invocation. Mais je pourrai tout de même appliquer l'effet de la carte. Je peux dans mon exemple appeler le griffon qu'un autre joueur a défaussé, et le jouer dans le plan terrestre. En payant une gemme, je redéplace Ikanyamba qui me fait gagner une gemme, et en le plaçant ici, je gagne le bonus de complétion, car j'ai rempli ma colonne. Et dès lors que vous avez joué ou défaussé vos 2 cartes, c'est au tour du joueur suivant. Vous allez ainsi jouer à tour de rôle, et dès lors que chacun a effectué son tour, vous allez pouvoir passer à la phase d'entretien. Vous avancerez le marqueur manche d'un cran avant de changer de premier joueur. Vous compléterez les espaces vides par de nouvelles cartes. A noter qu'à partir de la deuxième manche, vous révélerez également les cartes divinités. Vous mélangerez les 4 cartes dessinées, et vous êtes enfin prêt à démarrer la nouvelle manche. Dans le jeu, vous avez également 2 épreuves qui vous donneront des points si vous respectez les conditions. Chacune d'elles ne peut être comptabilisée qu'une seule fois dans la partie. L'épreuve des 2 plateaux du haut est décomptée à la fin de votre tour de la 3e manche. Par exemple, si vous avez au moins 3 mythologies différentes dans votre colonne de gauche, vous allez pouvoir gagner 2 plus 2, donc 4 points. Si vous ne remplissez pas la condition, vous pourrez tenter de la valider à la fin de votre tour de la 4e manche, mais en gagnant 1 point de moins. Et l'épreuve des 2 plateaux du bas est décomptée à la fin de votre tour de la 4e manche. Et une fois la dernière terminée, vous allez pouvoir passer au décompte des points. À vos points déjà gagnés, vous allez ajouter ceux des cartes qui ont un effet de décompte. Ici par exemple avec Inti et 6 gemmes, je vais gagner 3 points. Vous allez convertir chaque lot de 3 gemmes que vous avez en points. Donc mes 6 gemmes se transforment en 2 jetons faveur. Et le joueur qui a le plus de points remporte la partie. En cas d'égalité, c'est celui qui a le plus de gemmes qui gagne, puis celui qui a le plus de divinités, et enfin celui qui a le plus de cartes visibles dans son panthéon. Et les amis, je vous propose à présent de faire ensemble 2 tours de jeu, histoire de mettre toutes ces règles en application. Et au passage de voir quelques combos, du moins je l'espère. Ici on est sur une configuration de joueurs, donc chaque joueur a récupéré son plateau, a disposé ses 3 gemmes sur le côté droit et ses 3 points de faveur, 3 jetons de faveur en dessous. On a les jetons, et ici on a surtout récupéré nos 4 mythologies. On a en rouge les Zoulous, en jaune les Incas, en blanc les Grecs, et enfin les Égyptiens en bleu. On a donc récupéré leur plateau et on a constitué 2 paires, histoire de faire les 2 épreuves pour la partie. Donc à la 3e manche, l'objectif sera d'avoir au moins 3 mythologies différentes dans sa colonne, hop là, de gauche. Et à la 4e manche, c'est d'avoir le plus de jetons, le plus de faveurs d'invocation qu'un voisin dans sa colonne centrale, pour 3 points. Et sans plus attendre, je vous propose de démarrer ce début de partie. Donc première étape d'une manche, c'est de révéler une carte de destinée. On est donc à la phase de sélection que les joueurs vont pouvoir réaliser simultanément. Ici, le joueur bleu va pouvoir regarder sur cette mythologie-là, tandis que le joueur rouge va pouvoir regarder du côté des Grecs. Alors ici, rapidement, qu'est-ce que le joueur bleu pourrait prendre? Peut-être cette carte-là. Et le joueur rouge, au vu de ce qu'il y a, il va choisir ceci. Et ça tombe bien, ça va me permettre de vous expliquer les différences qu'il y a entre une partie à 2 joueurs et une partie à 3 ou 4 joueurs.
Dans une partie à 2 joueurs, lors des 3 premiers tours, c'est-à-dire lors des 3 premières révélations des cartes destinées, on va supprimer les cartes des mythologies non jouées. Donc ici mythologie Zoulou et Inca. Et on va retirer les cartes qui se trouvent dans l'emplacement associé au tour. Donc premier tour, on va exiler les cartes qui se trouvent sur le premier emplacement. Au deuxième tour, on aurait exilé ces cartes-là, et au troisième tour, celle-ci. Et du coup, forcément, lors du quatrième tour, aucune carte n'est exilée. Tout le monde a joué, on va révéler les jetons. Le joueur bleu va vouloir récupérer Hamout, et le joueur rouge, aucune carte l'intéressait, il va donc récupérer son jeton. Nouveau tour, on révèle la prochaine carte destinée. Le joueur bleu chez les Zoulous et le joueur rouge en Égypte. On va donc exiler ces cartes-là. Et rebelote, c'est parti. Donc on regarde un petit peu les différentes cartes. Le joueur bleu, il va poser ce jeton. Et le joueur rouge, il va tenter ça. On révèle. Donc le rouge va récupérer Benou. Et le bleu, il va récupérer Ikanyamba. Magnifique. Nouveau tour. Ici, à noter que le joueur bleu a déjà disposé ses 2 jetons. Seul le joueur rouge est dans la capacité, a la possibilité de jouer de nouveaux jetons. À ce niveau-là, on va exiler cette carte. Et non pas celle-ci, étant donné qu'il y a déjà un jeton dessus. Et s'il le souhaite, le joueur rouge peut récupérer cette carte, ou bien attendre la prochaine, pour récupérer la dernière. Mais ici, il est très intéressé par cet oiseau. Il va donc récupérer la carte. Et forcément, pour vous montrer l'exemple, on révèle la dernière. Les 2 joueurs ont déjà posé leurs 2 jetons, et on n'exile aucune carte. Étape de sélection terminée. On va donc passer à l'étape de placement. Donc chaque joueur, récupère les 2 cartes sélectionnées. Je vais les mettre là en attendant. Hop là. Et on va commencer par le premier joueur, qui est donc ici le joueur bleu dans cet exemple, et il va pouvoir faire des choses avec ses cartes. Soit les défausser pour récupérer 2 gemmes, ou bien tout simplement les jouer dans son panthéon. Ici, première chose qu'on va faire, ça va être de défausser Ikanyamba. Où est-ce que je vais mettre ça là? Tiens. Quand je défausse une carte, je récupère 2 gemmes. Hop là. Et ensuite, je vais tout simplement jouer Hamout ici, dans le plan abyssal, ce qui va me permettre déjà de récupérer 2 gemmes. Et je vais pouvoir activer son effet, qui me dit que je peux invoquer une créature ou une divinité d'une des fosses et d'une mythologie absente de mon panthéon. Oh, ça tombe bien, j'ai Kanyamba dans ma défausse, et mythologie rouge que je n'ai pas encore sur mon plateau. Je vais donc le jouer, ici par exemple, et je récupère son bonus d'invocation. Donc ici, une gemme. C'est pas si mal, j'en ai 5, et c'est suffisant pour acheter une divinité à la deuxième manche. Fin du tour du joueur bleu, c'est désormais au tour du joueur rouge. Alors lui, qu'est-ce qu'il va faire avec ses cartes? Alors je vais mettre ça ici en attendant, et il va tout d'abord placer Benou à cet endroit-là, au niveau céleste, et il va comme ça récupérer un petit point. Poup! Lui, il a un permanent qui lui dit que s'il est écrasé, je vais pouvoir appeler une divinité ou une créature d'une des fosses. Et ensuite, mon piaf, logiquement, je vais venir écraser Benou. Alors on va mettre ça comme ceci. Quand je joue cette carte, je récupère un point, mon deuxième point. Et lui, son effet, c'est s'il écrase, je vais pouvoir invoquer une créature du plateau mythologie, de la même mythologie que celle écrasée. Je vais donc appliquer son effet. Ici, j'ai écrasé une mythologie bleue, donc égyptienne. Je vais pouvoir récupérer la dernière carte, qui est donc le cobra. Ce cobra, je vais le mettre ici. On parle bien d'invoquer, je vais donc pouvoir récupérer le bonus d'invocation. Ici, une gemme. Si j'avais appelé la créature, je n'aurais tout simplement pas récupéré son petit bonus. Et en plus de ça, tac tac tac, je vais pouvoir appliquer son effet. Donc sacrifier une autre créature ou divinité de sa colonne pour invoquer la créature du dessus de la pioche de la même mythologie. Magie, je vais sacrifier Impudulu.
J'ai sacrifié et je vais du coup invoquer la créature de la mythologie rouge, donc Zoulou. C'est parti. Ici, je pioche Tokolosh et je vais poser cette carte. Je vais poser ça à ce niveau-là. Encore une fois, j'ai invoqué, donc je vais récupérer le bonus d'invocation. Ici, 2 points. 3, 4. Et en plus de ça, je viens de compléter ma colonne et je récupère mon point bonus. Mais dans tout ça, on n'a pas encore appliqué l'effet de Bennu qui disait que s'il était écrasé, ah, 1, 2, 3, je vais pouvoir appeler une créature, une divinité d'une des fosses. Donc ça tombe bien, j'ai Impundulu, je sais pas si ça se prononce comme ça, mais enfin bref, qui était dans ma défausse, je vais pouvoir appeler ma créature. Et encore une fois, si elle écrase, j'invoque une créature du plateau. Il n'y a plus de créature en Égypte et il n'y a plus de créature chez les Zoulous. Donc je vais placer cette carte ici, par exemple. Ici on appelle, donc je ne récupère pas le bonus d'invocation. On n'est pas si mal et on va du coup passer à la dernière phase qui est donc la phase d'entretien. On va changer de premier joueur, on va avancer le marqueur manche d'un cran et on va recompléter les plateaux. Et étant donné qu'on est à la deuxième manche, on va révéler les divinités. Et on va commencer par révéler la première carte destinée. Alors, le joueur bleu va récupérer ça. Et le joueur rouge va poser ce jeton. Au passage, on exile les cartes. Et on révèle. Donc le joueur rouge va récupérer Ukulu. Et rien pour le joueur bleu. On révèle une nouvelle carte. Hop là. On va exiler ici, et là rien étant donné que la carte a déjà été sélectionnée. Le joueur bleu va jouer ça, et le joueur rouge va jouer ça. Surprise, personne ne prend rien. Nouvelle carte. On va cette fois-ci exiler ces 2 cartes. Et le joueur bleu, dans cette mythologie, va jouer ça. Et le joueur rouge, tac tac tac, va jouer ça. Révélation. Le joueur bleu va également récupérer Ukulu. Et rien pour le joueur rouge. Et pour terminer la dernière carte, le joueur bleu va jouer ceci et le joueur rouge cela. Et ils vont tous deux récupérer la divinité associée. Phase de sélection terminée. Hop là, les joueurs récupèrent leurs cartes. Et les jetons bien sûr. Premier joueur, joueur rouge. Il va tout d'abord jouer Ukulu à ce niveau-là pour récupérer 2 gemmes. C'est merveilleux. Étant donné qu'il remplit son plan, hop là, il récupère la gemme bonus. Et son effet, quand vous complétez son plan, appelez dans sa colonne une créature du dessus d'une pioche, donc de n'importe quelle pioche. Et pour le fun, je vais par exemple récupérer la première carte grecque, qui est le Cyclope. Et du coup, que je vais placer ici. Avec le Cyclope, je vais pouvoir, une fois à chaque manche, dépenser une gemme pour lorsque je gagne un bonus de complétion de son plan ou de la colonne, je pourrais prendre aussi ce même bonus dans le panthéon d'un voisin, enfin de mes voisins même. Et vous allez voir que c'est dommage, parce que Poséidon, je vais le jouer à ce niveau-là, je vais devoir payer son coût. 4 gemmes. Je remplis ma colonne, je récupère le point. Et le petit effet de Poséidon me dit que quand j'invoque une divinité, y compris Poséidon, y compris lui-même, je vais gagner un jeton de faveur par créature adjacente à celle-ci. Ici j'en ai 2, je vais donc gagner 2 points. C'est pas si mal. Et je disais tout à l'heure dommage parce que là, j'avais récupéré le bonus de complétion. Malheureusement, je n'ai plus de gemmes pour activer le pouvoir du Cyclope, mais au moins ça m'aurait permis de voler un jeton en plus. Il me semble que je n'ai rien oublié, et c'est du coup au tour du joueur bleu. Celui-ci va tout d'abord, je vais mettre cette carte-là, il va jouer Ukulu à ce niveau-là, et va récupérer 2 gemmes. Lui récupère les gemmes, et lui les points. J'ai rempli le plan, hop, je récupère la gemme, et j'active le petit pouvoir de Ukulu.
Donc lorsque je complète son plan, je peux appeler dans sa colonne une créature du dessus d'une pioche. Je vais par exemple récupérer, pareil, chez les Grecs. Hop là. Ah bah tiens, encore un cyclope. Le cyclope que je vais positionner à ce niveau-là. Encore une fois, je récupère pas le bonus de complétion, le bonus d'invocation, étant donné que j'appelle la créature. Je vais le placer ici, très bien. Et je vais à présent jouer Rat à ce niveau-là. Rat, il faut que je paye 4 gemmes, il n'y a pas de souci. Je vais récupérer 2 points, mes premiers petits points, et je vais faire son effet. Donc chaque joueur déplace chacune de ses créatures vers la case du dessus, si elle est vide, et je prends les bonus de complétion ainsi obtenus par vos adversaires. Donc on va commencer par le joueur rouge qui peut seulement déplacer Upundulu. Hop là, d'un cran. Ici, je complète la ligne. Je vais donc pouvoir récupérer sa gemme. Mais en tout cas, ça me permet également de déplacer mes créatures. Je déplace mes créatures. Paf. Et je peux récupérer cette gemme. Je récupère également une nouvelle gemme parce que j'ai déplacé Ikanyamba. Et surtout, je vais pouvoir réactiver l'effet d'Ukulu. Donc je vais pouvoir de nouveau piocher une carte créature. Par exemple, en mythologie. Alors, ici, j'ai pioché le Sphinx. Et donc le Sphinx, quand elle écrase une carte, je vais pouvoir déplacer la carte écrasée verticalement et je vais pouvoir gagner son bonus d'invocation. Par exemple, je vais écraser Ikanyamba. Du coup, je vais la déplacer vers le bas. Quand Ikanyamba se déplace, je gagne une gemme. Et en plus, je vais pouvoir de nouveau gagner son bonus d'invocation. Et je vais regagner une gemme. J'aurais pu écraser Hamout pour le descendre en bas et ainsi récupérer 2 gemmes, mais au final, ça serait revenu au même. Et je pense que j'ai terminé pour cette manche. On va donc passer à la phase d'entretien où vous allez recompléter des cartes. On va progresser, enfin faire avancer le marqueur manche d'un cran. Et à la 3e manche, on va comptabiliser les épreuves en plus. Donc avoir au moins 3 mythologies différentes dans sa colonne de gauche. Bon, ici on ne l'a pas préparé, ici on y est presque, on va pouvoir écraser une carte et on est au top. Et à la 4e manche, c'est avoir le plus d'invocations, de jetons de faveur d'invocation qu'un voisin dans sa colonne centrale. Donc ici, 1 point, et ici j'en ai 3 points. Donc là, c'est le joueur rouge qui est favorisé pour cette dernière épreuve. Et au passage, on va regarder l'effet de Tokolosh. À la fin de votre tour, vous perdez 1 point par autre créature présente dans son plan. Et elle n'est pas écrasable. Heureusement ici, ce n'est pas une créature, c'est une divinité. J'avais plus ou moins prévu le truc. Et donc je ne perds pas de points. Et voilà, vous allez ainsi enchaîner les manches jusqu'à arriver à la fin de la 4e. Et vous allez compter tous vos points. Donc les points déjà gagnés. Donc là, ici 2. Et là, 3, 6, 8. Vous allez également ajouter les points j'en ai pas, mais des cartes comme ceci, avec des cartes de fin de partie, avec des effets de fin de partie. Et vous allez convertir vos gemmes, donc 3 gemmes, vous les transformez en 1 point. Et le joueur qui en a le plus, eh bien, il remporte la partie. Et voilà les amis, désormais, vous êtes prêts à créer votre propre panthéon. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si le jeu vous a plu et que vous souhaitez soutenir la chaîne, eh bien n'hésitez pas à utiliser le lien qui est en description. Et sur ce, portez-vous bien et on se dit à la prochaine. Ciao!